Sud Radio, la France dans tous ses états, le face-à-face. Vous êtes bien sur Sud Radio et Perico Légas reçoit Patrice Baullon. Patrice Baullon il est tout. Il est écrivain, journaliste, essayiste. C'est un intellectuel au sens noble du terme. C'est un observateur de la vie politique et culturelle française. Vous avez, Patrice Baullon, bonjour, merci d'être là. Vous avez travaillé à Libé, au Monde, à l'Express, à Paris Match, magazine littéraire. Auteur de nombreux ouvrages, dont celui-là, La crise, le mot, la chose, l'histoire, édité aux éditions du Cerf. Et puis, voilà, vous avez écrit Le Masque, la morale du masque et Sioran l'hérétique. Et vous collaborez aujourd'hui au magazine Lire, où vous vous penchez sur les phénomènes littéraires qui animent notre époque, qui en a tant besoin. Et là, Patrice Baullon, vous avez voulu vous pencher sur la crise. Mais oui, la crise, c'est un mot avec lequel on vit. Et votre ouvrage est passionnant parce que je disais tout à l'heure en présentant l'émission que la crise, on peut la manger à toutes les sauces, comme les expressions, la crise de foi, la crise de nerfs. Vous ne démentez pas d'ailleurs qu'on peut avoir des crises individuelles, personnelles. Il y a les crises historiques, il y a les crises philosophiques. D'abord, Patrice Baullon, penchons-nous sur la définition étymologique. C'est un mot grec, krisis, chrysos. Quelle est la signification originale du mot crise chez les Grecs? Le mot crise chez les Grecs, en fait, c'est la décision, c'est le jugement. Et donc, la première occurrence du terme, la première utilisation du terme, ça a été dans le droit grec. Et donc, crisis, ça voulait dire tout simplement le procès, mais aussi la sentence. Et alors, la chose importante à signaler, c'est qu'en fait, la justice grecque fonctionnait très différemment de la justice actuelle. Et donc, ça fait que j'ai dû rentrer un peu dans les mécanismes de la justice pour montrer de quoi il s'agissait en Grèce. Elle était plus juste ou moins juste? Je fais une parenthèse judiciaire, la justice grecque. C'est difficile à dire, ça. Ce qui se passe, c'est que... Il y avait un droit grec ou non? Il y avait un droit, mais assez, comment dirais-je, pas très canonisé, c'est-à-dire pas très... Et en fait, le procès, c'était une lutte. Et il n'y avait pas d'idée, par exemple, il n'y avait pas... C'était du contradictoire. Oui, c'était pas contradictoire. Et donc le mot crise, alors le mot crise est là, justement. En fait, donc crise, c'est un verdict aussi, si on pouvait dire. Ça voulait dire aussi la sentence. Et la sentence était prise de façon... Il n'y avait pas d'histoire comment dirais-je, de considération autre que celle du droit. C'était une décision tranchée. Donc la crise, c'est plutôt une conclusion qu'un prémisse, hein. C'est plutôt l'aboutissement de quelque chose. C'est très bien, ça me permet de dire la seconde grande occurrence, beaucoup plus importante, c'est la médecine. Et là, évidemment, la chose qui est très intéressante, c'est que le mot crise est venu, c'était un mot important de la doctrine hippocratique, d'Hippocrate et les gens qui se réclamaient de lui. Et la chose très importante à dire, c'est qu'en fait, aujourd'hui, pour nous, on parle de crise en domaine médical, quand il y a un mal qui intervient. Alors la crise de foie, qui n'existe pas, le foie ne fait pas mal, hein, il peut avoir une pathologie. Mais alors, pour Hippocrate, le mot crise voulait dire pas du tout la même chose, c'est-à-dire que c'est la réaction du corps à un mal qui l'atteint. Donc plutôt un signe de santé, quelque part. Voilà, oui. C'est d'ailleurs, j'ai pu parler dans mon livre de travail de la crise. Pour Hippocrate, la crise est un travail. C'est-à-dire que c'est pas un événement, c'est le corps qui réagit à cet événement. Et ça, c'est très intéressant parce que, en fait, c'est la signification véritable du mot crise, qui aujourd'hui a été complètement galvaudé au point que c'est devenu un slogan. La crise, c'est ce qui intervient après le mal, et aujourd'hui on a complètement changé puisqu'on appelle crise n'importe quel événement qui disturbe. Patrice Baullon, je mets tout de suite les pieds dans le plat par rapport à l'actualité. Si je comprends bien ce que nous vivons aujourd'hui avec l'Europe, le Mercosur, la crise, c'est pas le fait qu'il y ait un Mercosur, la crise, c'est le fait que l'Europe décide à un moment donné de dire non au Mercosur ou de dire non à Trump. C'est la crise, c'est la réaction, c'est le sursaut.
Voilà. Et pas forcément l'effondrement devant l'adversité. Tout à fait, mais il se passe qu'on peut pas combattre la façon dont les mots sont utilisés, on peut juste essayer de les redresser. Et effectivement, c'est ce que j'ai voulu faire dans ce livre, parce que l'idée de crise est très importante. Elle peut être remplacée par d'autres, mais de façon autant garder le mot crise, qui est un très beau mot en plus. Mais j'ai voulu lui redonner son contenu véritable, parce qu'elle en a perdu, mais évidemment. C'est-à-dire qu'il y a eu une sorte d'inflation. L'inflation du mot crise a amené au fait qu'elle n'a plus véritablement de sens précis. Alors, voilà. Vous expliquez, Patrice Bollon, qu'elle a aussi des évolutions ou des dérivés étymologiques. Le mot critique, par exemple, ou discrimination, trouve ses racines dans le concept de crise. Oui, exactement. C'est-à-dire que même le mot critique, en fait, était utilisé indifféremment avec celui de crise jusqu'au début du XVIIIe siècle. C'est-à-dire que les deux viennent de la racine grecque crisis. Il y a un livre très important qui est d'un des plus grands historiens du XXe siècle, un Allemand qui s'appelait Koselleck. Koselleck, et qui vous le citez. Son livre, c'était La critique et la crise en allemand. Ça a été traduit différemment en France, mais ça veut dire que les deux mots, en fait, viennent de la même racine et très longtemps ont été interchangeables. Alors, on parlait de discrimination aussi, ça veut donc dire qu'il y a la notion de choix aussi dans une crise. La notion de choix. On décide, on oriente. Voilà. Exactement. En ce sens, je parlais de la crise dans la justice grecque, oui, c'est un choix. C'est-à-dire ce choix a été fait, d'ailleurs, uniquement par le jury. C'est-à-dire que c'était une justice démocratique et qui tranchait. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y avait pas d'appel d'ailleurs. Il n'y avait pas de possibilité d'appel. Il s'agissait d'un choix, effectivement, pour trancher une situation. Donc c'est ça le véritable sens du mot crise. C'est pas l'événement en soi, c'est la façon dont il est traité et dont on arrive à se sortir de cet événement. Donc toute bonne crise bien gérée doit aboutir à une sentence. Oui, voilà. Je comprends bien. Donc la crise, ce n'est pas que de la souffrance. Ça peut être aussi la façon de gérer, de faire face et de résoudre un problème, quelque part. Oui, tout à fait. En plus, par exemple, dans le livre, j'accorde beaucoup d'importance à l'idée de crise dans les sciences. Oui. Et là, c'est très très important, c'est vital, puisqu'en fait, la crise dans les sciences, c'est quand on a des théories acceptées qui ne marchent plus. Donc on essaye de faire des petits accommodements ad hoc, comme on dit. Ad hoc. Ça ne marche pas. Et c'est à ce moment-là que intervient la révolution scientifique. C'est-à-dire que dans les sciences, c'est là où le mot crise a le plus de sens et le sens le plus important. C'est-à-dire la crise dans les sciences amène ce qu'on appelle les révolutions scientifiques, c'est-à-dire celle de Galilée, puis après celle d'Einstein, etc. Donc c'est vital, c'est-à-dire et la crise dans les sciences redonne au mot crise son sens le plus important, qui a un sens philosophique et même métaphysique. Alors Patrice Bollon, qu'est-ce qui a fait que ce mot crise est devenu synonyme de tragédie, passez-moi l'expression, bordel, pagaille, panique, angoisse? Pourquoi il s'est tragédifié, si je puis dire ainsi, alors qu'au départ c'est un constat? Ben oui, mais alors ça se passe sur beaucoup de mots. Par exemple, le mot paradigme, qui est très important dans les sciences. Donc, par exemple, les révolutions scientifiques, c'est des changements de paradigme. Alors, redites-nous ce qu'est un paradigme pour nos auditeurs. Un paradigme. Ben, un paradigme, c'est ce qui... c'est une conception du monde, en fait. Et c'est même plus qu'une conception du monde. Les grandes révolutions scientifiques, par exemple, on change pas la vision du monde, on change de monde. Quasiment. Et alors effectivement, donc c'est ça le paradigme, c'est la nouvelle façon de concevoir le monde. Et là, pareillement, comme dans le mot crise, il y a eu une inflation d'utilisation. Dans le domaine culinaire que vous connaissez partout, on parle de paradigme, nouveau paradigme culinaire. Et quand même, c'est se jouer avec les mots, parce que le mot en lui-même a une importance fondamentale, et comme celui de crise. Alors pourquoi il y a eu cette inflation? C'est la facilité, je crois, le fait que le mot est quand même attirant. Le mot crise, et c'est pour ça que je ne le réfute pas et j'essaye de le garder
pour lui donner un contenu véritable. Il existe dans toutes les langues ou non à peu près? En espagnol, je sais que c'est crisis, en italien aussi. Est-ce que les anglo-saxons, les cultures germaniques ont aussi leur... Crisis, etc. Oui, c'est une racine indo-européenne, en fait. D'accord, c'est hellénique, mais avant il y a une racine en européen. Ça vient, enfin, vous savez, avec le fait que l'idée des racines indo-européennes n'est pas acceptée par tout le monde, mais disons que c'est la racine indo-européenne qu'on appelle cré ou cri, qu'on retrouve dans discrimination, dans crible. C'est ce que je disais, oui, tout à l'heure, voilà, bien sûr. Et alors, effectivement, après, c'est le mot grec qui est venu, crisis, qui a donné toutes les déclinaisons, très proches d'ailleurs du terme original, puisque crisis en anglais, crise en allemand, etc. Enfin, Je suis avec Patrice Bolon, auteur de La crise, le mot, la chose, l'histoire aux éditions du Cerf. Nous dissertons avec beaucoup de précision sur ce terme qui nous accompagne dans notre vie quotidienne, qui défraye l'actualité, dont on estime qu'il aujourd'hui est une définition du monde. Et pourtant, Patrice Bolon nous explique que le sens de ce mot très intéressant ne signifie pas forcément que les choses ne vont pas s'arranger. Je suis persuadé, auditrices et auditeurs de Sud Radio, que ce terme crise vous interpelle également, que vous avez des questions à poser, que vous-même, vous êtes peut-être en crise, et peut-être que le docteur Bolon va savoir si c'est une bonne crise ou une mauvaise crise. Appelez-nous au 0826 300 300. Emmanuel Galasso prend votre appel et votre question. Posez-nous la question que vous voulez. Voilà, le mot crise vous inspire quelque chose dans l'histoire, dans votre connaissance, et Patrice Bolon se fera une joie, voilà, et un honneur de vous y répondre. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, la France dans tous ses états. Vous êtes bien sur Sud Radio et Perico Légas reçoit Patrice Bolon, un esprit très éclairé qui illumine notre conscience sur les enjeux de la crise avec un ouvrage passionnant, Crise, le mot, la chose, l'histoire, publié aux éditions du Cerf. Patrice Bolon, on était en train de voir les différentes facettes, les différentes approches du mot crise. Là, je voudrais qu'on s'approche à ce qui nous touche là en ce moment avec l'actualité, comment l'idée investit l'histoire et la politique. Je cite cette phrase de Robespierre, on va remonter un peu dans le temps, mais on va revenir à une époque plus contemporaine. Il parle de la guerre, du fameux, lui-même, il est très méfiant, et il dit, mais la guerre, à la fin de son discours devant la Convention, mais la guerre au dehors, provoquée, dirigée par le gouvernement dans les circonstances où nous sommes, est un mouvement à contresens. C'est une crise qui peut conduire à la mort du corps politique. Donc il parle que cette guerre, j'allais dire que la révolution mène contre les monarchies extérieures, il la vit comme une crise. Oui. Et il la vit comme une... c'est le problème, ça revient à l'interprétation dont je parlais tout à l'heure de la médecine. Oui. C'est-à-dire que la crise, elle a plusieurs... C'est la réaction du corps, donc par rapport à un mal, et qui peut conduire soit à la guérison ou soit à la mort, en fait. Et donc effectivement, c'est en ce sens-là que Robespierre utilise le terme de crise, qu'effectivement la crise peut avoir toujours un dénouement fatal. Mais en fait, si on regarde bien en médecine, parce que je parle beaucoup de la médecine, parce que c'est vraiment... Je vois que vous faites, dans l'ouvrage, vous faites souvent des collusions, justement, en disant que le phénomène est le même, quelque part. Oui, tout à fait. Je fais un parallèle entre la crise selon Hippocrate et la crise chez Marx, oui, par exemple, où on retrouve les mêmes mécanismes. En fait, c'est un problème de pathologie. Sans rentrer trop dans des considérations techniques, il y a des pathologies politiques, des pathologies sociales, des pathologies médicales, et oui, elles aboutissent ou pas à une crise. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que la phrase même d'Hippocrate, je crois que je la donne, c'est-à-dire que la crise, c'est un événement qui conduit ou à la guérison, ou à une autre, à une transformation de la maladie en une autre, ou à la mort, quoi. C'est-à-dire que c'est le moment où les choses se décident, et où il y a un choix par rapport à la situation primaire du malade, quoi. Patrice Bolon, vous ne franchissez pas le cap, mais est-ce que finalement la crise, c'est pas la vie, tout simplement, ou un des symptômes, ou une des manifestations de la vie?
Ben, je crois que je le dis à la fin, en fait, mais peut-être, enfin, dans une phrase. Oui. Pour, mais là, je vous le fais dire carrément à l'antenne. Ben, la crise, oui, c'est la vie. Pour rassurer ceux qui sont en crise, ça veut dire qu'ils sont en vie. Il y a que les morts qui n'ont pas de crise, on est d'accord. Exactement. Et puis, la crise, ben, c'est l'occasion de surmonter un problème, mais sauf que c'est pas toujours facile. Et la crise n'est pas, il y a des crises qui ne sont pas récupérables. C'est une évidence, c'est parce que par exemple, à un moment, je mets en question l'idée de dialectique, c'est-à-dire de résolution dialectique de tout problème. Or, en fait, il y a des problèmes qui ne se résolvent pas et qui mènent à la fracture ou à la disparition de l'objet en crise. Alors, pour autant, Patrice Bollon, est-ce que tout accident de l'histoire, est-ce que tout contretemps, vous parlez de fracture à l'instant, qu'elle soit sociale, économique, est-ce que j'allais dire, chaque fois qu'il y a un désordre, et une souffrance et une épreuve, ça doit forcément aboutir ou engendrer une crise, ou ça peut se résoudre sans passer par la crise. Ben, je crois pas, justement. Je crois que les crises sont nécessaires. C'était, encore une fois, l'interprétation d'Hippocrate. Donc il ne faut pas l'éviter, si je comprends bien. Il ne faut pas les éviter, il faut les analyser pour trouver, justement, ben, comme je parlais tout à l'heure, j'ai évoqué dans les sciences, trouver une autre façon de regarder le monde. Et c'est-à-dire basculer dans un nouveau monde. Ben, on le voit bien aujourd'hui avec la polycrise, comme on dit, c'est-à-dire une crise qui a plusieurs dimensions, autour de Trump et du Groenland. C'est-à-dire que, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on entre dans un autre monde. C'est une évidence. Alors, il y a des gens qui disent qu'on retourne dans le monde d'avant, pour une part. Mais c'est en plus un monde nouveau, et donc je crois que c'est une bonne chose, puisque ça nous amène à inventer une nouvelle représentation du monde, et même quasiment un nouveau monde. Et je crois que c'est en ce sens-là que la crise, effectivement, c'est la vie, en fait. Vous voulez dire que éviter une crise, ou faire en sorte qu'il n'y ait pas de crise, ou la repousser, ou la contourner, c'est pas forcément une bonne solution, c'est un stade par lequel il faut passer pour résoudre le problème ? Oui, c'est une des possibilités. En tout cas, c'était, par exemple, dans la médecine hippocratique, même la crise était conçue comme positive, en définitive. Il y a des phrases même qui la donnent comme... Et alors ça veut dire quoi ? Que l'organisme fonctionne, qu'il se défend, qu'il réagit, donc que la vie est en cours, quoi, est en activité. Et même Hippocrate disait que une maladie qui se résout sans crise, puisque ça arrive, en fait, le problème n'a pas été résolu. C'est-à-dire que la crise est quasiment nécessaire, et effectivement, en ce sens-là... Oula, ça veut dire qu'il n'y a pas de bonne ou vraie guérison sans être passé par le stade de la crise. Sauf si c'est un bobo qui se résout tout seul, mais sinon, ça peut dire que le mal reste caché, puisqu'il n'y a pas de crise qui s'est exprimée, qui a été engendrée par cette douleur. Ben, c'était la doctrine d'Hippocrate. Encore, le problème, quand on parle de la doctrine d'Hippocrate, je spécifie, c'est qu'Hippocrate, c'est un mot qui recouvrait une centaine de médecins sur 2 siècles. Hein. Oui. Donc, et puis, donc il y a pas de doctrine unitaire. Mais je crois qu'on peut dire que le mot crise chez Hippocrate, c'est le moment où le mot a atteint presque le stade de concept. Autrement, c'est une notion, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'a pas qui manque de rigueur. Et donc, le livre que j'ai fait, c'est pour essayer de retrouver cette rigueur en me méfiant aussi de cette rigueur-là. Hein. C'est-à-dire, mais du moins de rendre à nouveau le mot de crise utilisable dans le débat et dans l'analyse des choses. Donc, pour Hippocrate, éviter la crise, c'est hypocrite, finalement, si je peux faire ce jeu de mots. C'est inefficace, et c'est même, on peut dire... c'est même la pire des solutions. C'est-à-dire qu'en fait, alors, chez Hippocrate, il y avait aussi d'autres considérations sur lesquelles je m'appuie, bien sûr. Qui étaient, pour lui, la nature était le médecin. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait dans le corps un mécanisme qui faisait que la nature guérissait les malades naturellement. Mais ça, il n'est pas le premier médecin. Je vois le docteur Zalman qui publie beaucoup de livres, il dit toujours votre meilleur médecin, c'est votre corps. Oui. Écoutez votre corps, respectez la nature, et la bonne santé, c'est quoi ? C'est l'harmonie avec la vie naturelle, quelque part.
Oui, sauf qu'en fait, je signale aussi que cette thèse est tout à fait un préjugé, c'est-à-dire puisqu'on connaît des maladies qui sont en fait qui naissent de la nature, c'est-à-dire comme voilà. La nature est cruelle aussi, et on le sait. Vous êtes sur Sud Radio. Perico Légas je reçois Patrice Bollon pour son ouvrage sur la crise, son décryptage, son décodage, je dirais même, et surtout la manière de l'utiliser, de la vivre, de la comprendre, et ça ouvre des perspectives très intéressantes. L'ouvrage s'appelle Crise de mots, la chose d'histoire, publié aux éditions du Cerf. Vous nous appelez sur Sud Radio parce que, bon, c'est pas une antenne qui est en crise, mais on aime bien traiter la crise. Nous vivons de la crise quelque part, nous autres informateurs, commentateurs, observateurs, mais la crise n'est pas toujours là où on la croit, et il y a peut-être crise quand les gens pensent qu'il n'y en a pas, et il n'y en a pas forcément non plus là où on dit qu'il y a une crise. Vous nous appelez pour poser toutes ces questions qui vous travaillent, si ça vous traverse la tête, une idée, mais n'ayez pas peur, Patrice Bollon répond à tout, et même si vous voulez sortir un peu du concept de crise, vous avez envie de parler de votre existence, de vos doutes, de vos malaises sur notre époque, et comment vous aujourd'hui retrouver espoir dans un monde si difficile. Patrice Bollon, qui a fait tellement de choses dans sa vie, sera tout à fait à même de vous rassurer, de vous apporter la réponse adéquate. Vous nous appelez au 0826 300 300. À tout de suite. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Vous êtes bien sur Sud Radio, vous y êtes d'autant mieux que je reçois Patrice Bollon, auteur de Crise, le mot, la chose d'histoire aux éditions du Cerf. Très important aujourd'hui, nous vivons en crise en permanence, on se réveille avec la crise, on se couche avec la crise. Patrice Bollon fait la part des choses, nous rappelle le sens de ce mot, sa signification. Attention à ne pas voir la crise là où elle n'est pas, et par contre, il faut bien la repérer quand elle est présente. Patrice Bollon, quand on nous parle du mot crise, la première idée qui nous vient, nous, dans le monde occidental, c'est la crise de 29. La crise, c'est d'abord un phénomène économique. Pourtant, pas que. Mais vous dites si, en économie, il y a des vraies crises. Bah, évidemment, et la chose la plus importante à signaler, c'est qu'en fait, nous avons une conception de l'économie dominante, qui est libérale, et que dans les théories libérales, celle d'Adam Smith, je précise. Le fondateur du libéralisme tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'est ça, celui qui a montré, qui a introduit la fameuse loi de l'offre et de la demande, qui est pas seulement l'histoire, c'est une véritable loi, c'est-à-dire que ça veut dire que quand il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande, il y a un mécanisme qui fait retour à l'équilibre en modifiant les prix. Je fais une petite parenthèse. Est-ce que M. Trump est un bon disciple d'Adam Smith, ce libéralisme de l'offre et de la demande, tout est business? Il a, d'une part, oui, et d'autre part, c'est aussi la politique est aux commandes de l'économie pour lui aussi, puisqu'on le voit bien avec le fait qu'il veut remplacer le dirigeant de la Banque centrale américaine, la fédérale. Il remplace les chefs d'État, donc il peut remplacer les directeurs de banque. Mais ça veut dire qu'il intervient. En fait, c'est un interventionniste économique. C'est tout à la fois. C'est pas très libéral l'interventionnisme pourtant. Pas du tout. Et donc Trump est à la fois très libéral et très interventionniste, et même la politique est aux commandes de l'économie pour lui. En fait, Trump vit de la crise, il aime la crise. Quelquefois, il la suscite lui-même, si je comprends bien, il joue avec la crise. Oui. C'est un crisier. Oui, c'est un crisier, et puis effectivement, c'est le spectacle permanent de la crise, effectivement, avec Trump. Alors que le président Macron, la crise, qu'est-ce qu'il fait? Il la bichonne, il la cajole, il l'engendre pour pouvoir la gérer, ou quelque part on a l'impression qu'il essaie de l'éviter, qu'il n'arrive pas à l'éviter. Est-ce qu'il la gère bien, la crise, le concept de crise? De temps en temps, il a très mal géré, comme avec les gilets jaunes, je viens de dire. Alors ça, c'était une vraie crise, on est d'accord. Ouais, c'était une vraie crise. C'est un bobo avec un verdict et une sentence. Oui, tout à fait. Et donc, pour Macron, moi je trouve quand même qu'il se débrouille bien au niveau international, puisque c'est même devenu quasiment le second personnage politique du monde en ce moment face à Trump. C'est un fait. Et donc, en réalité... je vais vous dire, il a que ça à faire, mais ça dédoit... Mais ça ne retire rien à son mérite, à son courage. Mais je crois qu'il aime les crises, lui aussi. Il aime les crises. Nous avons Catherine, qui nous appelle de Lyon, Patrice Bollon. Bonjour Catherine. Oui, bonjour, merci de me prendre. Bon, est-ce que vous êtes en crise, Catherine?
Bon, oui, alors c'est pas très facile à dire à l'antenne, mais voilà, je préfère en témoigner. Oui, c'est un. On vous écoute. Et ça n'est pas facile. Ça m'est tombé dessus, donc moi je l'ai pas choisi. Je ne suis pas Monsieur Trump. En revanche, là où je rejoins complètement votre invité, c'est Patrice Bollon. Voilà, c'est que ça a levé quelque chose qui est en vrai dysfonctionnement, mais que je ne voyais pas. Et je pense qu'il fallait que je sois mise devant quelque chose que je ne pouvais pas supporter à l'extérieur de moi pour que ça bouge. Je ne vous cache pas que on n'en est pas sorti. Moi, je comprends de cela que la crise, elle est vraiment douloureuse, mais elle portait en elle-même déjà sa guérison, parce que moi j'ai déjà pas mal compris de choses. Et puis si je peux me permettre d'ajouter... Vous faites allusion à quelle crise, Catherine? À la crise... Alors, c'est une crise familiale. Conjugale. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sans révéler de secret, en gros, dans les grandes lignes? C'est un peu délicat, mais c'est vrai que voilà, j'ai découvert des choses dans mon couple que je ne voyais pas, que je ne peux pas accepter sans me renier moi-même, donc ça n'est pas possible. Et donc j'ai mis en place, j'ai pris mes responsabilités, j'ai fait des choses que je pensais devoir faire, et j'espère de cela toujours des prises de conscience, bien sûr, qui permettent de guérir une relation qui en ce moment est malsaine. Voilà, on va dire les choses comme elles sont. Oui. Ce que je voudrais juste peut-être dire, si vous me permettez... Mais je vous en prie, Catherine, c'est pour ça que je vous ai demandé de nous appeler. Voilà, c'est en quoi elle est en guérison. Vous parliez de la vie, et je vous rejoins totalement. C'est-à-dire que moi, je fais le constat que la vie m'a apporté cette crise dans le sens où je ne l'ai pas cherchée. Mais la vie aussi, je vois que des choses peuvent être guéries, et c'est sur le plan, moi, j'allais dire, je vis quand même dans la joie malgré tout. Très intéressant ce que vous nous dites, très intéressant. Oui, et je vais vous confier que je suis, sauf que j'ai la foi chrétienne, et pour moi, je vis quelque chose qui est un des messages que quelquefois qui n'est pas compris avec une certaine vision doloriste des choses, c'est que la croix dans l'évangile, elle est source de vie. Elle est douloureuse, elle est moche, elle est affreuse à regarder, mais en passant et en l'acceptant, elle devient source de vie. Vous voulez dire, Catherine, que la Providence vous aurait envoyé cette crise que vous vivez comme l'occasion de vous reconstruire ou de surmonter l'épreuve? Alors, vous parliez du corps tout à l'heure, en disant que dans le corps, il y a quelque chose. Je crois que dans notre relation, il y avait de fait quelque chose qui n'allait pas, qui ne va toujours pas d'ailleurs. Et oui, j'aime beaucoup le mot de providence. Oui, je pense que la providence nous offre la possibilité de guérir ça, par un travail, évidemment, qu'il faut engager. Et que oui, pour moi, c'est une espérance. Voilà. On va demander à son avis au professeur Bollon. Professeur Bollon, est-ce que la crise peut être envoyée par la Providence? Est-ce qu'elle peut être providentielle? Oui, alors j'ai un peu de mal avec ces notions de providence, mais en tout cas... Non, mais d'accord, parce que vous êtes agnostique, hein, je sais bien. En revanche, je trouve très intéressant le témoignage qui a été fait, parce que ça illustre une des dimensions fondamentales des processus de crise, qui révèlent effectivement des problèmes sous-jacents et qui, pour des raisons ou d'autres, ne sont pas dits. C'est le sens d'ailleurs du mot crise en psychologie. Hein. Et c'est aussi, alors j'ai fait un chapitre sur Freud pour montrer que chez Freud, c'est encore plus intéressant parce que pour Freud, en fait, il n'y a pas de crise. Il n'utilise pas du tout le terme de crise. Il nie la crise. Le concept ou... C'est-à-dire qu'il utilise, par exemple, il aurait pu parler de crise oedipienne. C'est pas de ça. Il a éliminé le mot pour parler de complexe, etc., etc. Et en fait, Freud utilise très peu le mot de crise, sauf dans des emplois répertoriés, puisqu'il était médecin. Donc, par exemple, il y a des mots qui ont des significations très précises en médecine, qui utilisent le terme de crise. Mais pour le reste, en fait, il se méfiait du mot de crise. Alors, j'ai essayé de comprendre pourquoi. Et je crois que pour lui, c'est parce que la crise justement, elle accompagne toute notre vie. La crise, la psyché humaine est sans cesse en crise. Mais là, dans le cas de Catherine vit une épreuve personnelle, une épreuve matrimoniale. Oui. Ça a engendré évidemment un désordre et une souffrance. Elle dit que pour autant, cette crise lui permet de voir les choses peut-être un peu plus claires. C'est un peu ça, Catherine, hein, que vous dites. Mais oui, et monsieur, si je peux me permettre, c'est vrai que la différence avec la crise, c'est qu'elle accompagne... Enfin, moi, ce que je vois, c'est la souffrance qu'il n'y avait pas avant. Et là, il y a une souffrance, mais cette souffrance en elle-même, pour moi, n'est pas forcément la mort. Elle est plutôt signe d'une vie à
reconstruire une nouvelle, voilà. Mais donc, par rapport à Freud, je me sens, à la fois, je comprends Freud et je le rejoins certaines fois, mais là, non. Là, il y a vraiment une souffrance qui n'était pas souhaitée et qui n'est pas normale par rapport à tout ce que nous vivions avant. Voilà. L'échange prend un certain niveau, là, je dois dire, sur Sud Radio. Patrice Bollon, qu'est-ce que vous répondez à Catherine sur cette approche freudienne de la crise? J'entends très bien ce que vous dites, madame. J'avais pas parlé effectivement de l'idée de souffrance, mais elle est tout à fait intégrée même dans la réflexion de Freud, en fait. C'est parce que et je crois que la souffrance, c'est la révélation, effectivement, de quelque chose qui n'apparaissait pas et qui était même rayé de la carte. Donc toutes les crises ont cet aspect positif de faire remonter des problèmes qui avaient été niés ou qui avaient été rejetés. Et effectivement, en ce sens-là, d'ailleurs, la crise apporte aussi sa solution du fait qu'elle met sur le tapis, qu'elle révèle des choses qui allaient mal et qui vont mal. Et je crois, si j'ai bien compris, c'est ce que vous nous avez expliqué. Et donc, de ce point de vue-là, la crise, effectivement, est un phénomène de vie. C'est un signe de vie, en fait. Patrice Bollon, Maud Koffler, qui n'est faite que de joie et de colère, donc qui sait ce qu'est la crise. Beaucoup de crise de nerfs aussi. Crise de nerfs, voilà. Maud Koffler, je voulais demander à Patrice Bollon, le mot crise fait intimement partie du lexique des hommes politiques. Il l'emploie à tout va pour définir toutes sortes de problématiques sociales. La crise politique, économique, les gilets jaunes dont vous parliez tout à l'heure. Est-ce que vous pensez que les hommes politiques ont conscience de l'impact du mot sur la population, et est-ce que c'est aussi une forme pour eux, alors c'est peut-être complètement complotiste ce que je vous raconte, mais que ce mot va avoir un impact négatif, vous savez, faire peur pour dominer, quoi. Il y a ça forcément, effectivement, et je crois que le problème, l'utilisation du mot crise à tout va, effectivement, est un véritable problème, puisque le terme n'a plus de sens et il n'a un sens que négatif, comme vous venez de dire. C'est pour ça qu'à un moment dans le livre, d'ailleurs, je dis que quand on parle de crise, il est très rare que un changement de gouvernement ou soit des véritables crises. Ce sont des péripéties normales de la vie politique. Alors effectivement, il y a une dramatisation, mais qui est de tous les côtés. C'est-à-dire que les politiques dramatisent des événements, que dramatisent aussi ceux qui les écoutent. Et en effet, je trouve ça complètement déplorable. C'est-à-dire qu'on devrait utiliser le mot de crise qu'à bon escient, à escient même. C'est-à-dire, autrement, ça enlève l'efficacité du terme. Or, le terme, on peut, comme j'ai dit tout à l'heure, on peut en choisir d'autres, mais si on regarde bien, c'est un très bon terme, qui d'ailleurs a une importance fondamentale dans notre histoire, puisque il revient sans cesse. Et donc, ce que j'ai voulu faire, mais proposer, puisque c'est pas moi qui décide, c'est essayer de redonner au mot crise son contenu pour éviter éviter les dégradations. Par exemple, crise de foie, je pense qu'on pourrait s'en passer. Les médecins vous disent que ça n'existe pas. Non, ça existe, mais... C'est vrai que le terme n'est pas, c'est pas le bon à terme. propos. C'est pas le bon terme. Je crois qu'on devrait garder le mot crise pour des phénomènes vraiment importants qui nous engagent véritablement. Et alors, dans le domaine politique, il y a des grandes crises, c'est pas des changements de gouvernement, quoique certains changements de gouvernement peuvent effectivement être de véritables crises. Et puis il y a aussi le fait que souvent l'emploi comme ça à tout va du mot crise fait que souvent on ne voit pas les vraies crises qui n'ont pas ce nom. C'est-à-dire que ça, c'est ce que moi je suis un grand fan de Keynes et pour moi un des plus grands économistes avec Marx bien sûr, mais il a remarqué souvent que il y avait la crise. Souvent, il y avait des crises que l'on ne voyait pas
et c'était parfois les plus importantes. Ouais, Patrice tout est Bollon, crise, donc rien n'est crise. cet échange. Merci Catherine pour votre appel. J'espère que vous avez eu en partie réponse à votre question, mais on aura certainement l'occasion de revenir sur le sujet. Vous êtes sur Sud Radio, nous sommes avec Patrice Bollon, auteur du mot, la chose, l'histoire, la crise, une bonne définition. Vous restez avec nous, vous nous appelez pour poser des questions. Je suis sûr que vous aussi, vous avez quelque part rencontré une crise qui vous est tout à fait personnelle et auquel Patrice Bollon pourra peut-être apporter une solution ou une définition. À tout de suite. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Vous êtes bien sur Sud Radio et je rappelle que vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 qu'Emmanuel Galasso attend votre appel pour parler de la crise, parce que je reçois Patrice Bollon, auteur de La crise, le mot, la chose, l'histoire aux éditions du Cerf, et nous avons fait un chemin prodigieux dans la compréhension du phénomène, du concept. Patrice Bollon, la crise elle est partout, bien sûr, elle peut être mangée à toutes les sauces. On a vu d'ailleurs, elle est galvaudée, elle est trop utilisée, elle est détournée. La science est souvent sujette à des crises ou à l'origine de crises, le scientifique. Oui, enfin, elle est sujette à des crises, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est quand les théories dominantes, les théories acceptées, montrent qu'elles ne marchent plus. Et à ce moment-là, il faut changer les bases de ces théories. C'est-à-dire qu'en fait, ça amène à des... les grandes crises en science amènent les révolutions scientifiques. Vous voulez dire quoi? Si la science se trompe, ça va engendrer une crise, ou au contraire, de ne pas résoudre certains problèmes par la science, on va avoir la crise? Non, c'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est que l'idée de crise dans les sciences, c'est qu'on se trouve dans une situation où les théories qu'on a ne marchent plus. Et donc on essaye de les raccommoder, mais on n'y arrive toujours pas. Et ce qui se passe, c'est qu'il arrive quelqu'un qui invente une nouvelle conception du monde et fait basculer dans un nouveau monde. C'est-à-dire on peut prendre par exemple l'exemple de Galilée. Alors là, on dit la révolution galiléenne, vous diriez, vous, la crise galiléenne? La révolution... Ou copernicienne. Ouais. Non, la révolution galiléenne a suivi la crise de la théorie de la mécanique. On rappelle ce que c'est tout simplement de découvrir que c'est pas le Soleil qui tourne autour de la Terre, mais que la Terre tourne autour du Soleil dans un système planétaire que l'Église réfutait. Oui. Ça crée une révolution, et vous dites que ça engendre une crise, parce qu'à un moment donné, tous les repères sont foutus en l'air. Mais je pensais plus spécifiquement à ce qu'on appelle la mécanique. C'est-à-dire que la mécanique, c'est d'expliquer pourquoi les objets se meuvent. Alors, avant Galilée, je rappelle que tout a commencé avec chez les Grecs, donc avec Aristote. Donc révolution aristotélicienne, là aussi c'est un thème qui existe. Oui, donc vous parlez de crise aristotélicienne. Donc il expliquait que les choses se mouvaient par le fait que chaque chose avait sa place référenciée dans le monde. Et donc quand un objet tombait d'un arbre, par exemple, ça voulait dire que cet objet retournait à sa place déterminée. Oui. Voilà. C'était ça la théorie de la mécanique avant Galilée. Alors après, il y a eu la théorie moyenâgeuse, mais je passe. Ouais. Oui, bien sûr, oui, vous reviendrez pour nous parler de ça. Exactement. Même Einstein dit qu'un objet, une fois qu'il est arrêté, en fait, il continue à bouger. Il y a un mouvement qui continue dans la mécanique. Et donc, en quoi ça engendre une crise, ce constat d'un autre ordre des choses, une découverte d'un autre phénomène? Non, c'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que cette théorie aristotélicienne, elle marchait, en fait, sauf qu'il y avait des éléments qu'on ne pouvait pas, qui étaient incompréhensibles. Et donc, la révolution scientifique, c'est changer ce paradigme, c'est-à-dire la façon dont on voit le monde, et en proposer un nouveau. C'est ce qu'a fait aussi Einstein, puisque avant, dans la conception du monde, l'espace et le temps étaient deux domaines complètement séparés. Vous voulez dire que ça permet de mieux comprendre? Est-ce que le fait de passer par le stade de crise permet de poser plus clairement les enjeux, les problèmes, les phénomènes? Évidemment, et c'est surtout que ça permet de forger une nouvelle représentation qui donne une nouvelle impulsion à la science. Par exemple, il y a une chose extrêmement drôle, c'est que dans chimie, la grande révolution scientifique, c'est le XVIIIe siècle avec Lavoisier. Oui. Alors, il faut savoir qu'avant, on expliquait la combustion des choses par l'idée qu'il y avait dans chaque objet qui brûlait
une sorte de matière, hein, qu'on appelait, j'ai oublié sur le moment, mais je rappelle la formule de Lavoisier, hein, philosophique: rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Oui, mais on expliquait, avant Lavoisier, on expliquait la combustion d'un objet par le fait que chaque objet possédait une sorte de matière invisible, impondérable, c'est-à-dire sans poids, qu'on appelait le phlogon. C'est une théorie, donc il faut se rendre compte que c'était la théorie dominante jusqu'il y a seulement 3 siècles. Hein. Et aujourd'hui, ça nous semble invraisemblable. Oui. Et en fait, ça expliquait beaucoup de choses. Et c'est là que la science, la chimie, a eu des problèmes comme ça pendant plus d'1 siècle, en cherchant. Et c'est là que Lavoisier a introduit l'idée de l'oxygène, puisque il y a des matières invisibles qui administrent le monde. Patrice Bollon, pour rester, on conclut là l'émission, mais je voudrais revenir à l'actualité qui nous touche. Est-ce que l'intelligence artificielle peut être une crise en elle-même? Elle peut engendrer une crise? Est-ce qu'elle est la conclusion d'une crise? Est-ce qu'elle est un phénomène criseux? Je dirais a priori pas forcément, c'est-à-dire que c'est une innovation qui pose beaucoup de problèmes et qui ouvre beaucoup de perspectives, hein. C'est-à-dire que si on prend la médecine, c'est très important, comment dirais-je, l'analyse la détermination des problèmes d'un homme ou d'une femme, enfin, à partir de la détermination du verdict, en fait, et se fait beaucoup aidée par l'intelligence artificielle, puisqu'elle peut utiliser des milliards de cas et donc donner des réponses sur le diagnostic. Donc l'intelligence artificielle, à mon avis, va poser des problèmes, mais elle n'est pas en elle-même un phénomène qui apporte la crise. Mais il va en apporter, c'est une évidence. Vous dites en conclusion de votre ouvrage, à propos de la crise, la seule façon pour nous de nous porter à la hauteur de la mission qui nous incombe, accoucher d'un monde qui ne soit pas la poursuite anachronique et dégradée de l'ancien, mais un complet, nouvel univers vivant. Ça, c'est un sujet de jolie crise aussi, on est d'accord? Oui, mais je suis fondamentalement opposé à toutes les pensées c'était mieux avant. C'est-à-dire que je reste ouvert à... Je pense que on n'a pas... C'est un mauvais calcul mais le problème, c'est qu'il faut savoir inventer et savoir le faire, et à bon escient, et c'est très compliqué. Merci Patrice Bollon d'avoir été avec nous pour nous éclairer sur la crise. Je rappelle le nom d'ouvrage, Crise, le mot, la chose, l'histoire, aux éditions du Cerf. Ça va vous éclairer sur ce phénomène avec lequel on vit tous les jours. Ma chère Maud, on se dit à lundi prochain. On se dit à lundi prochain. On vous retrouve avec plein de bonnes choses à vous raconter. Pas toujours bonnes choses. Il va s'en passer des choses ce week-end. Il va s'en passer des choses. Reposez-vous bien. Demain, vous retrouvez André Berkoff. Absolument. Et tout de suite. La France sera toujours dans tous ses états. Et là, tout de suite, alors, la crise, Brigitte je ne sais pas si c'est une crise sentimentale, mais Brigitte Lahaye va nous parler aussi des sentiments humains.